après les acteurs historiques mais néanmoins modernes, hein, nous avons les jeunes acteurs qui sont aussi modernes et qui innovent beaucoup. On va donc en parler maintenant. Donc pour démarrer, je vais donner la parole à Erwin Guisarn, donc fondateur et président de Évolution Énergie. Je me tourne de côté, puisque vous avez donc créé cette société il y a bientôt 10 ans, en anticipant en fait les évolutions du marché de l'énergie. Alors vous mettez le digital au cœur de la gestion de l'énergie. Expliquez-nous d'abord ce que fait votre entreprise. Merci pour cette invitation. En fait, Olivier Daugé a bien introduit ma société, sans le savoir. Sans le savoir, du biogaz. Exactement, en disant qu'en fait, ce n'est pas avec un logiciel du passé qu'on fait la transition énergétique de demain. Eh bien, Évolution Énergie, c'est ce que ça fait. En fait, on fournit une solution digitale pour, en fait, non pas les gros producteurs d'énergie, mais de l'autre côté, plutôt les gros consommateurs d'énergie. En fait, de façon assez surprenante, même les plus gros consommateurs, en fait, ne savent pas ce qu'ils consomment. Si on prend les très grosses industries lourdes, les aéroports, les villes, vous allez leur demander de vous dire combien ils consomment en énergie, vous n'aurez pas la réponse. Vous aurez au mieux dans le bilan annuel un chiffre un petit peu, on va dire, pas très précis. Et si vous allez demander à la direction financière, parce que là on parlait beaucoup de coût de l'énergie, combien leur coûte leur énergie, ils sont incapables de vous le dire. Ils sont incapables de vous dire sur tel site, je paye tant d'euros du mégawattheure. Là, je pourrais optimiser. Là, j'ai de la flexibilité. Là, j'ai quelque chose à faire. Et donc, ce que fait Évolution Énergie, c'est qu'en fait, on fournit à ces grands acteurs, des industriels, des villes, des aéroports, en fait, une solution logicielle pour piloter leur portefeuille énergétique, à la fois d'un point de vue efficacité énergétique technique et efficacité énergétique économique, l'ensemble de leur portefeuille. Quel est votre business model ? Notre business model, c'est on est un outil. Donc en fait, on vend une licence à ces acteurs, qu'ils soient performants ou pas. J'ai tendance à dire qu'on est le couteau suisse. Que vous soyez le scout du dimanche ou MacGyver, eh bien c'est ce que vous en ferez. Alors, en quoi on est au colloque des énergies renouvelables, en quoi les énergies renouvelables, pour vous, est-ce que c'est une opportunité d'accélérer votre business ? Qu'est-ce que ça représente comme enjeu ? Alors, l'enjeu sur les énergies renouvelables, en fait, l'introduction des énergies renouvelables amène beaucoup plus de complexité, en fait, dans l'ensemble du portefeuille énergétique. À la fois, on passe de quelques acteurs à des dizaines d'acteurs, quelques formules tarifaires, à une multitude, des besoins d'accès marché, des structurations de gré à gré avec les PPA, tout ça a une nécessité de monitoring beaucoup plus complexe qu'avant. Ce que faisait une centrale avant, ça va être plusieurs centaines d'éoliennes qui vont le faire aujourd'hui. Donc c'est une véritable opportunité. Ce besoin de suivi de la complexité, de gestion de la complexité introduite par le renouvelable. Alors, peut-être une petite précision aussi sur votre financement, puisque vous êtes une société qui a bientôt 10 ans, qui arrive à l'âge du scale-up, et vous n'avez pas levé de fonds. Vous êtes une société qui s'est autofinancée, ce qui est une particularité. On va parler de solutions de financement dans quelques minutes, mais vous n'avez pas eu besoin de faire appel à des investisseurs. Exactement. En fait, peut-être un chiffre aujourd'hui, notre société, que à peu près, probablement personne parmi vous ou très peu connaissent, gère à peu près, enfin avec nos outils, 6% de la consommation d'énergie en Europe. Tous les gros sidérurgistes, raffineurs, chimistes, aéroports utilisent notre solution. Et on a 2 microgrids, un à Polytechnique et un en Chine. Donc on a plutôt, on va dire, un certain succès. Mais par contre, il y a 8 ans, enfin 9 ans, quand on s'est créé, on est allé voir, effectivement, comme toute start-up qui se crée, les leveurs de fonds. Les investisseurs, on leur a dit, voilà, nous, on veut faire la solution de gestion énergie pour les gros consommateurs. Et ce qu'on va vous dire, c'est qu'aujourd'hui, notre concurrent, c'est Excel. Alors franchement, personne ne nous a cru. Personne n'a cru que les plus gros consommateurs d'énergie au monde ne géraient pas leur énergie.
qui fait qu'à ce moment-là, quand on a cherché à lever, on n'a pas trouvé. Quand un de nos premiers clients a été le groupe ArcelorMittal, qui est le plus gros consommateur d'électricité au monde, on a trouvé des investisseurs, mais on n'en avait plus besoin. Voilà un petit peu l'histoire. Et maintenant, effectivement, on se développe sans investisseurs. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, on vit bien ça. Donc la leçon, c'est qu'on peut y arriver, mais que ce n'est pas forcément facile quand même. Quand on arrive avec un nouveau modèle, qu'on est un peu disruptif, ce n'est pas forcément facile de faire sa place et d'attirer des financements. Pas facile, mais il n'y a aucune on va dire, aventure entrepreneuriale qui va être facile. Par contre, c'est très intéressant. Ensuite, on va dire l'accès au financement et l'attractivité d'une start-up pour des financeurs va aussi complètement varier par rapport à son business model. Donc, je comprends très bien, à un moment, les investisseurs vont être intéressés plus par tel ou tel segment de marché. Donc aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup d'investisseurs qui s'intéressent au biogaz, là où il y a 5 ou 10 ans, ce n'était pas le cas. Donc c'est des tendances, c'est des besoins du marché. Une dernière question, puisque nous n'avons pas eu la présentation de Laurence Parisot sur les emplois et compétences, mais on va néanmoins un peu en parler, puisqu'une autre de votre particularité, vous avez, je crois, autour de 25 salariés en France, et vous avez beaucoup de gens qui, en fait, ont été reconvertis. Donc vous avez une dimension aussi un peu spécifique sur la gestion des ressources humaines. Tout à fait. C'est plus historique, en fait, même si, au final, ça a été une volonté de poursuivre ça. On va dire, on a à peu près 2/3 de notre recrutement qui vient principalement en fait, du CEA, de doctorat d'astrophysique, et 1/3 qui vient de reconversion professionnelle. Donc on a des gens qui ont été caissiers chez Mickey, qui ont été serveurs dans des restaurants. On les paie le même prix. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le digital, les compétences ne se mesurent pas nécessairement à l'aune du diplôme. Ça, c'est un vrai changement aussi. En dehors même de la volonté de le faire, tout simplement, on trouve des excellents développeurs à peu près dans tous les domaines. Et ça, c'est ce qui nous permet aussi de fournir, on va dire, une solution de qualité et d'avoir un bon mix entre des gens très orientés data science et des personnes un peu plus proches on va dire, de l'économie réelle. Très bien, alors on va enchaîner avec Ondine Suavet. Donc vous aussi, vous avez cofondé la société My Light System, qui est un petit peu plus jeune puisque la société a été créée en 2014. Mais vous aussi, vous avez anticipé une évolution du marché puisque vous êtes positionné sur l'autoconsommation. Alors expliquez-nous un peu ce qui a été la genèse de la société et comment vous avez anticipé ce nouveau marché. Alors tout d'abord, moi il faut savoir qu'avant de créer My Light System, je n'avais jamais travaillé en France. J'avais toujours travaillé à l'étranger et dans des pays historiquement très actifs dans l'énergie solaire, puisque j'ai travaillé au Japon, suivi des États-Unis, suivi de l'Allemagne. Donc les idées, il suffisait à l'époque que je regarde un peu autour de moi pour me les approprier. Et il se trouve que j'ai un frère qui était dans l'énergie solaire en France. Et quand on a discuté, on s'est dit, c'était l'époque des subventions extrêmement élevées de la France. Enfin, c'était plutôt l'époque du moratoire. Le moment où tout s'est arrêté d'un coup, ce qui a été très très difficile pour une grosse partie des acteurs de l'époque. Et on s'est dit, mais ce n'est pas possible, avec les atouts intrinsèques de l'énergie solaire, donc cette capacité à produire de manière fiable, pas chère, localement de l'énergie, que le solaire ne s'impose pas aussi en France, alors qu'il s'impose dans tous les plus grands pays du monde. Donc, et le modèle qui s'imposait dans ces pays était le modèle de l'autoconsommation solaire. Ça a mis un tout petit peu plus de temps en France, puisqu'on a commencé à réellement parler officiellement d'autoconsommation solaire en 2017 avec le décret. Donc je vous parle d'une époque où nous étions en 2011-2012, où l'Allemagne démarrait très fortement en autoconsommation solaire, mais bien évidemment ce modèle est arrivé, puisque c'est un modèle qui est intuitif et surtout évident. Quand on parle d'un panneau solaire, le mettre sur un toit au plus près de la demande est juste du bon sens. Alors le défi par contre de cette autoconsommation solaire, c'est son intermittence et c'est la difficulté de produire au moment où on en a besoin, ce qui est le thème, j'ai l'impression, sous-jacent de toutes les conversations. Et c'est de là qu'est né My Light Systems.
On ne peut pas contraindre une production solaire, sauf à la baisse. Par contre, on peut parfaitement l'anticiper. Il y a tout un tas de modèles qui sont aujourd'hui extrêmement précis. Donc on s'est dit, on va anticiper cette production et on va faire de la flexibilité localement dans la maison, parce qu'il y a tout un tas de viviers de consommation qui peuvent être déplaçables pour coller au plus près consommation et production. Et c'est le cœur de métier de My Light Systems. Donc en pratique, comment ça se passe? On doit équiper la maison, donc on installe, au moment où vous installez des panneaux solaires, parce qu'en France on est vraiment sur des nouvelles installations, il y a très peu de rétrofit, on va installer un coffret électrique connecté, donc on a déjà pré-câblé pour faciliter le travail des professionnels, et ces objets connectés vont travailler à déplacer les charges que l'on peut déplacer sans impacter le confort du client. On va travailler sur le déplacement, mais également sur la baisse de consommation, avec tout un travail l'hiver sur le chauffage. Alors, ce marché donc, qui a été un peu plus lent que prévu a démarré. Tout à l'heure, Philippe Monloubou nous a dit ça y est, c'est parti, 90% des raccordements. Là, aujourd'hui, c'est de l'autoconsommation. En même temps, en valeur absolue, on est à un peu plus de 30 000 sur le marché résidentiel. Donc, il y a quand même une marge de progression qui semble assez forte en France. Vous le voyez, vous pensez que ça y est, c'est vraiment parti ou qu'il y a encore quand même pas mal de freins à lever? Bon, c'est parti puisque c'est démocratisé, on en parle, donc ça devient quelque chose qui démarre très clairement. Mais nous ne sommes pas du tout au volume où nous devrions être. Si on regarde les autres pays européens, le marché français de l'autoconsommation résidentielle, donc celui sur lequel on évolue, est du niveau du marché de l'autoconsommation résidentielle suisse. La Suisse compte 10 millions d'habitants, dont 2 millions de propriétaires. Donc la France, on n'est pas tout à fait sur les mêmes ratios. Et on est 4 fois inférieur en termes de marché aux Pays-Bas, qui également est un pays qui n'a pas du tout le même nombre de maisons et de potentiel par rapport à la France. La question, c'est quels sont les freins? Donc on va souvent vous parler des freins réglementaires. Ce sont des sujets qui aujourd'hui commencent à être adressés petit à petit. Il y a un frein qui est peut-être moins perceptible et qui va être un peu plus long, c'est permettre aux professionnels, parce qu'aujourd'hui ça reste un métier de professionnel d'installer des panneaux solaires sur un toit, donc permettre à ces professionnels de terrain de s'approprier le sujet, de s'approprier ces nouveaux métiers qui en plus sont assez complexes parce qu'on rajoute du digital. Donc non seulement ils installent des nouveaux produits qui, il y a 10 ans, ou on va dire 15 ans maintenant, existaient à peine, alors qu'une chaudière gaz, ça fait des décennies qu'on en installe, donc vous avez tout un maillage de formation, de professionnels, de gens qui se le sont appropriés. Et en plus de ça, on leur dit, si vous voulez être pertinent en posant de l'autoconsommation solaire chez les gens, il faut que vous mettiez du digital. Alors que ce sont des professionnels qui, historiquement, ont des métiers manuels et ne se sont pas du tout appropriés le digital. Donc c'est un parti pris qu'on a eu chez My Light Systems, c'est de se dire on ne réussira pas à massifier si on n'accompagne pas ces professionnels dans leur transition en leur donnant des outils pour faciliter leur travail et pour qu'ils prennent confiance dans ces produits et qu'ils se mettent à les proposer à leurs clients de la même manière qu'ils proposent facilement une pompe à chaleur, des fenêtres. Il faut qu'ils se mettent à proposer l'autoconsommation solaire. Donc il y a ce frein de l'appropriation du pro. Alors après, je pourrais vous parler des freins des assurances, des freins des décennales, etc. Je ne pense pas que ce soit exactement la place ici, puisqu'on est sur des choses qui, je pense, vont être résolues avec la massification. Mais très clairement, nous n'aurons pas de massification sans un maillage terrain local pour aider cette massification. Ce ne sont pas quelques grands champs solaires qui vont aider les particuliers et la population française à s'approprier le sujet des énergies renouvelables. C'est en mettant dans leur quotidien des panneaux solaires, des éoliennes, etc., que la société va s'approprier ces sujets. Ça, c'est une conviction profonde. Un mot sur votre business model et aussi sur vos financements, puisque vous, à l'inverse d'Evelyne Gozard, vous avez fait une levée de fonds, même si vous êtes toujours majoritaire au capital, mais vous avez quand même fait entrer des investisseurs financiers. Donc votre business model, comment vous vous rémunérez et est-ce que vous avez besoin de nouveaux fonds ou est-ce que maintenant vous réussissez à vous autofinancer ? Alors, je pense que les fonds, c'est le nerf de la guerre d'une entreprise. On a eu la chance d'avoir des investisseurs qui nous ont rejoints. En tout cas, on a travaillé pour avoir des investisseurs qui nous ont rejoints en 2016 à la hauteur de 2 millions d'euros. Très honnêtement, je partage votre point de vue. Ce n'est pas aujourd'hui un sujet que les investisseurs s'approprient facilement.
Ça a été un vrai travail de les éduquer sur la problématique qu'on essaye d'adresser et surtout le potentiel marché, parce qu'on est sur un potentiel marché qui aujourd'hui paraît minuscule, mais on a trouvé des gens qui ont partagé notre vision, sachant qu'à l'époque où on a levé en 2016, la majorité des fonds investissaient sur les infrastructures renouvelables, beaucoup plus que sur les entreprises cherchant à innover dans le secteur des énergies renouvelables. C'est subtil, mais c'est très différent d'un point de vue d'investissement. En tout cas, nous, on a toujours travaillé à ce que les levées de fonds soient un moyen d'accélérer notre croissance, mais ne soient pas ce qui nous permet de payer les salaires au quotidien. Donc aujourd'hui, on a un business model qui est la vente de matériel et d'objets connectés pour les professionnels, qui nous permet de vivre. Très clairement, si on veut accompagner une croissance qui s'accélère de ce marché, il va falloir qu'on amène des fonds de manière massive très vite, mais il faut que le timing soit bon, il ne faut pas qu'on ait les fonds quand le marché ne démarre pas, et inversement, il ne faut pas que le marché démarre sans qu'on ait les fonds. Donc ça, c'est un... Voilà, on est en permanence en éveil. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a parlé de deux sociétés qui sont plutôt des sociétés digitale. Maintenant, on va parler d'industrie. On a déjà le sujet de l'industrie a été évoqué avant cette table ronde, notamment par Isabelle Kocher, qui a rappelé la nécessité d'avoir une industrie européenne, voire française, dans les domaines de la transition énergétique. Alors, Brieux-Turluche, vous êtes directeur général de Recom-Cilia. Donc, on commence à parler beaucoup de vous en France, puisque vous avez un grand projet dont vous allez nous parler, un grand projet industriel, et il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui en France. Peut-être quand même quelques mots pour commencer. Recom, ce n'est pas forcément un groupe qui est très connu pour l'instant en France. Vous êtes un groupe international qui a été créé, votre fondateur est arménien, vous consolidez plutôt pour l'Europe en Allemagne, donc vraiment international. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce groupe qui est un fabricant de panneaux photovoltaïques? Absolument, merci. Donc Recom est une société mondiale, nous sommes présents dans 85 pays. Nous fabriquons des panneaux photovoltaïques et des modules contre toute attente, puisque la plupart des gens avaient anticipé le fait qu'il n'y aurait que les Chinois sur ce marché-là. Nous avons une capacité de production de 2 gigas, et nous avons un projet de quelques gigas supplémentaires ici en France. Alors, nous sommes déjà implantés en France. Nous avons acheté une usine en Bretagne en 2017 qui faisait 30 mégawatts. Et nous avons augmenté les capacités de cette usine à 300 mégawatts. Et cette année, elle produira 300 mégawatts. Alors, vous allez peut-être penser que c'est suicidaire. En fait, ce n'est pas du tout suicidaire. C'est une conjonction de 2 choses. D'abord l'innovation, parce que on n'échappera pas à l'innovation dans notre métier. On parle de digital, mais le digital, c'est l'innovation. Et après, donc notre innovation à vous, chez Recom, je vous en dirai 2 mots, donc c'est l'hétérojonction qui vient du CEA, donc François Jacques en a parlé tout à l'heure. Et la deuxième chose importante, c'est une conjoncture de marché. Nous, nos analystes, depuis très longtemps, nous disent il y a quand même un paradoxe très fort dans votre métier du panneau photovoltaïque, de la construction du panneau photovoltaïque, c'est qu'il est couramment admis qu'on en produit à peu près 100 gigawatts. Ça, c'est la production de panneaux photovoltaïques mondiale. Le coût de vente, ça représente à peu près un chiffre d'affaires de 40 milliards de dollars. Et on ne va pas faire EBIT ou EBITDA, mais disons le profit, on va faire simple, c'est un peu moins de 10%. Disons l'amplitude de 10%, 4 milliards. Et le CAPEX, pour ces 100 gigas, c'est 13 milliards. Tout le monde comprend bien qu'il y a un différentiel de 9 milliards. Et ça, ce n'est pas cette année, ça dure depuis 8 ans. Donc en fait, quand on cumule les pertes, on va appeler ça des pertes, elles sont considérables. Et nous, notre expérience vient aussi du monde du semi-conducteur. Dans le monde du semi-conducteur, la Chine a fait exactement la même chose. Ils avaient des plans quinquennaux, probablement, où ils finançaient massivement le semi-conducteur à la condition que ça devienne autofinancé. Et puis quand ça ne l'était pas, ils coupaient. Donc vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, les Chinois ont déclaré alors je mets les pieds dans le plat, mais c'est aussi le sujet d'aujourd'hui, ont décidé qu'ils allaient arrêter le support à leur industrie. Donc, je crois qu'ici en France, on a les conditions exceptionnelles pour réussir une implantation d'usines de panneaux photovoltaïques. L'hétérojonction, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette technologie du CEA, c'est un rendement 20% supérieur à tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché, absolument tout. Je crois que c'est le ministre de Luxembourg qui disait hier que c'était absolument inespéré.
et surtout un cycle de production qui passe de 21 étapes à 7. Donc en fait un capex très très bas, une innovation majeure, un rendement extraordinaire. Et c'est pour ça que nous, en fait, on a décidé de s'implanter ici en France encore plus que ce qu'on a en Bretagne en construisant cette gigafab, donc dans la banlieue de Lyon. Alors, voilà. Gigafab que vous comptez implanter effectivement dans la vallée de la Chimie, à quel horizon ? Alors les autorisations, donc les rachats des terrains sont en cours. En fait, on est en négociation avec les principaux acteurs. Les autorisations, donc l'Adréal a été sensibilisée il y a quelques mois déjà. Donc notre objectif initial était de commencer la construction de l'usine avant la fin de l'année. Il est très probable que l'on tienne cet objectif. Pour une production donc d'un premier giga, donc qui sera probablement en 2020. Et quand on voit le potentiel annoncé par Isabelle Kocher ou par Monsieur Lévy, il y a vraiment de la place. Donc on a une recherche de haut niveau. On a des grands acteurs qui, s'ils s'en donnent la peine et s'ils donnent les bonnes instructions, feront qu'on sera favorisé. Il faut appeler un chat un chat. Alors après, vous savez, on parle beaucoup de régulation, on parle beaucoup du ministère, on parle beaucoup de l'État. Moi, je crois que c'est simple. On est un petit club. Si Monsieur Lévy, Isabelle Kocher et les grands acteurs décident de dire à leurs acheteurs, favoriser en fait l'achat des panneaux qui créent des emplois en France, on a tout gagné et c'est très vertueux. L'appel a été lancé aux deux grands groupes que vous venez de citer aujourd'hui. Vous avez déjà un carnet de commandes pour cette future usine française ? C'est une question très importante en fait. Aujourd'hui, notre carnet de commandes, il n'est pas français, il est coréen, il est américain. Et aujourd'hui, on a un carnet de commandes, un carnet d'intention de commande de 2,5 gigas pour une fab qui n'est pas encore lancée. Et vous allez être compétitif avec des panneaux faits en France que vous allez exporter en Corée, grâce à cette technologie issue du CA dont vous détenez le brevet exclusif. Voilà, on a une licence d'exploitation exclusive mondiale donc des brevets du CEA. Et oui, on est compétitif. Un des acteurs disait tout à l'heure, il faut parler de chiffres, je crois que c'était le ministre d'ailleurs. Nous, en fait, on a la confiance qu'on va produire à 30 centimes du watt crête. Donc en dessous de 30 centimes du watt crête. Alors m'en voulez pas si c'est pas exactement ça d'ici à 12 mois, mais en tout cas, c'est notre target, être en dessous de ça. Et réaction chinoise, vous estimez que vous avez une fenêtre de tir, que pour l'instant les Chinois, si je résume un peu ce que vous avez dit, ont vendu à perte pendant des années, donc sont lourdement endettés, que l'État effectivement a dit qu'il voulait un peu moins soutenir son industrie. Donc en gros, c'est le moment d'y aller, de foncer pour couper l'herbe sous le pied des fabricants chinois. Absolument. Alors, bien sûr, sur le très bas de gamme, peut-être qu'on ne sera pas super compétitif, mais sur tout le reste, il n'y a aucun problème. Que ce soit la qualité des panneaux, que ce soit le coût du watt crête, on n'a aucun souci pour faire ce que l'on a dit. Et puis en plus, il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que c'est quelques centaines d'emplois qui vont être créés. Donc aujourd'hui, Récom en France, c'est 42 ou 45 emplois. Il y a donc sur l'usine de Lannion, donc dans les Côtes-d'Armor. Là, sur la gigafab qui va s'implanter dans la vallée de Saint-Fons, dans la vallée de la Chimie, on parle de quelques centaines d'emplois. Donc c'est vraiment très vertueux. Alors quand on vous entend, c'est une histoire qui fait un petit peu rêver, parce qu'on se dit tout d'un coup, tiens, on va pouvoir refaire de l'industrie photovoltaïque en France, alors que l'histoire a quand même montré qu'il y a eu des échecs très lourds, et notamment dans la région lyonnaise. Donc ça paraît presque un peu miraculeux. Vous avez besoin de fonds pour financer cette usine, vous avez besoin de combien ? Et quand vous allez voir les investisseurs, est-ce qu'ils sont un peu échaudés par ce qui s'est passé ces dernières années, ou est-ce qu'ils vous écoutent quand même en pensant que vous avez des arguments convaincants ? Alors la première réaction des investisseurs est évidemment de la suspicion, parce que l'hétérojonction, vous en avez probablement tous entendu parler, Panasonic, on produit à peu près 1 giga par an. Donc en fait, nous sommes très challengés par les grands experts, que ce soit d'EDF, que ce soit d'Engie et que ce soit tous les grands acteurs, qui ont connu l'hétérojonction donc il y a 5 ans et qui s'aperçoivent que les progrès grâce au CEA INES, donc au Bourget-du-Lac, sont absolument faramineux. Bon, la première réticence, c'est quand même celle-là, c'est de dire, oh là, attendez, plus 20%, un capex très inférieur, on va le challenger. Donc ça, c'est la première question. Mais une fois que ceci est levé, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une réelle volonté de la France pour revenir sur ce business. Donc aujourd'hui, on a le soutien de la BPI. On discute avec des grands fonds d'infra. Le premier giga va coûter à peu près 250 millions d'euros. Donc on lance un appel aussi aux autres acteurs. Si vous voulez rejoindre l'aventure, je suis à votre disposition.
les appels sont définitivement lancés. Vous êtes à leur disposition pour toute souscription. Alors, merci beaucoup. Alors, on a commencé à parler de financement, mais on a parlé effectivement d'entreprises, sauf d'entreprises industrielles. Pour lancer ces entreprises et pour les développer, eh bien, il faut du financement. Alors, je ne sais pas si le financement participatif va permettre de financer l'usine photovoltaïque de Récom. C'est peut-être pas évident, mais le financement participatif permet de financer beaucoup d'autres projets. Donc, Stéphanie Savel, présidente de la plateforme WeSeed, pionnière sur le secteur, et de l'association Financement Participatif France. Le financement participatif dans les énergies renouvelables, c'est plutôt une histoire qui a bien démarré. Oui, qui a très bien démarré, qui est récente. Les premières vraiment plateformes se sont créées en 2015 à peu près, fin 2014, depuis la réglementation. Et c'est vrai qu'il y a un pouvoir d'attraction auprès des particuliers pour financer des projets de production d'énergie renouvelable qui est extrêmement fort. En 2018, alors on va bientôt faire, j'espère, le baromètre avec Green Univers, mais en 2018, sur les énergies renouvelables, on a dû financer à peu près un peu plus de 35 millions d'euros. Bon, alors, je reste très humble parce que c'est vraiment bien loin des 1100 milliards d'euros qu'évoquait Jean Jouzel tout à l'heure, mais on est vraiment sur une dynamique de très forte croissance qui répond aussi à une tendance et un besoin, une envie des particuliers de flécher vraiment leur argent, de reprendre la main sur leur argent et de contribuer aussi à des projets qui ont un impact positif et qui participent à la transition énergétique. Vous disiez tout à l'heure que pour que les Français ou les citoyens, au sens large, s'approprient les enjeux de la transition écologique, il faut que ça rentre dans leur quotidien. Financer un projet de production d'énergie renouvelable, c'est une façon de le faire. Et on peut le faire quand on est un particulier à partir de quelques dizaines ou quelques centaines d'euros. Donc il y a vraiment une très grande accessibilité. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Alors je voudrais aussi tout de suite casser l'idée reçue selon laquelle le financement participatif, c'est très bien pour l'acceptabilité locale. C'est vrai que ça sert à ça aussi, mais ça ne sert pas que à ça. Et si on limite le financement participatif, donc crowdfunding via Internet, à un objectif d'acceptabilité locale, on se prive d'un potentiel énorme, mais énorme, de réallocation des flux d'épargne entre les territoires et donc de meilleure cohésion des territoires. Parce que malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une éolienne dans son jardin ou d'habiter à côté d'une centrale hydroélectrique ou d'une centrale photovoltaïque. Et donc il faut sortir de cette vision hyper locale et réductrice parce qu'on a des Français et des investisseurs partout en France et Internet permet justement à ces Français partout en France de financer des projets partout en France et en Europe. Donc là, on se bat un peu, la profession se bat un peu dans le cadre des appels d'offres creux qui ont de poser des conditions assez strictes sur l'obtention de la bonification du tarif d'achat pour les limiter, ce qui est aussi légitime, hein, à des collectes qui sont très locales, des départements limitrophes d'implantation d'un projet. Et c'est un peu dommage, de mon point de vue, de se priver de cet affranchissement que nous, on permet justement physiquement de réaliser. Donc ce que vous souhaiteriez, c'est un élargissement du bassin de collecte à quoi? Au moins la maille de la région Au moins la maille de la région, parce que dans une région, il y a au moins une grande métropole, donc ça permet de capter aussi ces flux d'épargne ici. Mais au fond, les plateformes, et on finançait sur les plateformes des projets de production d'énergie renouvelable avant que les appels d'offres existent, et on les finançait très bien. Et on essaye aussi, les uns et les autres, de financer des projets qui ne relèvent pas que de ces appels d'offres. Je vous donne juste un tout petit exemple pour illustrer ça. Sur WeSeed, on a financé une unité de méthanisation. On a levé 500 000 euros auprès de un peu plus de 300 particuliers en 15 jours, hors appel d'offres creux. Sur un appel d'offres creux, pourtant avec un acteur historique, hein, EDF pour ne pas le citer, on a mis plus de 3 mois pour collecter 200 000 euros. C'est juste dommage. Donc on essaye de faire mieux comprendre l'impact que le financement participatif peut avoir. Et j'entendais ce matin beaucoup de choses qui me rendaient plutôt optimiste, hein, sur le potentiel justement de notre métier. Alors, vous avez évoqué le biogaz. Il y a aussi, on va aussi passer des projets d'éolien en mer en faisant appel à du financement participatif. L'idée, c'est que tous les projets, on voit de l'efficacité énergétique aussi arriver. Vous voyez cette diversité, effectivement, cet éventail qui s'élargit?
Oui, il y a une très très grande diversité. Alors le financement participatif dans la transition énergétique ou l'environnement a commencé plutôt par du financement de start-up, qui était le métier un peu historique. C'était le métier historique de WICID, hein, par exemple, de permettre à des particuliers de financer des start-up. Et on sent là aussi que en finançant des jeunes entreprises et de l'innovation, y compris très techno, les particuliers adhèrent de plus en plus à ces enjeux de la transition énergétique. Et puis, le secteur et notre profession s'est élargi à d'autres modes de financement, à d'autres types de projets. Donc aujourd'hui, on peut financer en capital, en investissement des startups, on peut financer des PME, des boîtes plus grosses, on peut financer des projets de production d'énergie renouvelable, on peut financer de l'agriculture et de la transition agricole. Donc il y a vraiment une très très grande diversité de secteurs et de modes de financement, et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Je vous rappelle juste que l'épargne des Français, c'est un peu plus de 4 500 milliards d'euros, dont 1 700 trappés dans des produits pas du tout liquides et pas du tout transparents. Et quand un particulier veut financer la transition énergétique, en gros il a le LDD, mais il ne sait même pas ce qu'il finance. Et j'aimerais bien qu'on fasse la liste des projets effectivement financés par tous ces outils collectifs, véhicules verts. Il y aura beaucoup de déceptions. La promesse tenue du financement participatif, c'est justement de la traçabilité. Et donc, essayons de capter, d'orienter, de flécher l'épargne des particuliers de façon un peu autonome. Hein. Les particuliers, on considère qu'ils investissent avec leurs pieds, pour ne pas dire autre chose, mais ils sont de plus en plus avertis et capables de flécher et de dire « moi je veux financer ce projet et pas celui-ci ». Alors c'est vrai que ça a été évoqué, le financement participatif a commencé par le financement des sociétés en equity. Aujourd'hui, on est beaucoup dans le financement de projets qui est a priori moins risqué, mais qui rapporte quand même pas mal. Il faut quand même dire que les rendements sont quand même relativement attractifs aussi, même si ce n'est pas la première motivation des particuliers, ça reste quand même un point intéressant. Ça reste attractif parce que quand on est un particulier, qu'on veut investir 100, 200, 300, 500 000 euros, 10 000 euros dans la transition énergétique, on ne trouve pas grand-chose quand même. Et c'est vrai que sur une plateforme, vous pouvez financer un projet de production d'énergie renouvelable, en gros sur des maturités qui sont en général de 4 à 6 ans, avec des taux d'intérêt qui sont de 5 à 7% par an. C'est quand même pas nul. Et comme je le dis aussi souvent, on n'attrape pas les particuliers avec du vinaigre. Et donc on ne peut pas se contenter de dire bah oui, les particuliers ça va être de l'investissement affectif, donc on peut leur servir un taux d'intérêt bas. C'est pas vrai. Il faut aussi les attirer. Et c'est vrai que c'est quand même des projets, ce sont des projets qui sont moins risqués que du financement de start-up. Ce qui est par excellence, la start-up par excellence, c'est le sous-jacent le plus risqué. Donc on est sur ce que j'appelle un investissement à cerveau total dans les ENR par les particuliers, c'est-à-dire qu'on a à la fois des perspectives de retour sur investissement qui sont quand même sympas et pas trop longues et pas trop risquées, et puis la possibilité de vraiment avoir un impact avec son épargne et donc répondre à cette envie que les particuliers ont de financer pas tout et n'importe quoi. Alors vous avez évoqué les signaux rouges avec le problème des appels d'offres et des cahiers des charges qui ne sont pas forcément très favorables pour le financement participatif. Il y a aussi des signaux verts, et notamment le projet de loi Pacte, qui est encore en cours d'examen au Parlement, et qui va vous ouvrir, a priori, de nouvelles perspectives. Alors, les signaux sont verts, ils sont devenus un petit peu rouges là, avec le passage au Sénat, donc il faut qu'on les fasse reverdir, parce que sinon on est mal barré. Dans la loi Pacte, le projet initial effectivement prévoit une augmentation du seuil maximum qui est finançable pour un projet sur une plateforme de financement participatif. Donc on pourra financer des projets jusqu'à 8 millions d'euros par projet. Ça donne quand même un peu de matière. Et puis il y a d'autres mesures qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale qui permettent notamment de rendre éligibles les produits, les titres financiers intermédiés par les plateformes au contrat et au plan d'épargne retraite. Donc ça donne aussi, ça a créé un lien possible entre ce mode de financement, ce mode de choix de financement de projets, notamment de NR, mais pas uniquement, et ces réserves d'épargne qu'il y a du côté des particuliers. Bon, ça ne va pas se faire en claquant des doigts, hein, parce que je pense que les gestionnaires d'actifs ne nous attendront pas et ne viendront pas nous chercher. Donc c'est aux plateformes d'être proactifs pour aller leur proposer
justement d'orienter ces flux d'épargne. Bon, alors c'est devenu très très rouge au Sénat parce qu'ils ont fait sauter cette disposition, donc nous attaquons une grande période de lobbying pour remettre ces dispositions dans la loi Pacte. On a aussi une autre mesure sur laquelle on essaye de progresser dans la loi Pacte, qui oblige les gestionnaires d'actifs des contrats d'assurance vie exprimés en unité de compte de proposer au moins un projet ou un actif ou un véhicule qui dispose d'un label d'État en faveur de la transition écologique. Donc tout le monde pense au label des fonds d'investissement, le label TEC, mais la finance participative a aussi un label d'État qui a été rédigé et qui est géré par le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui s'appelle Financement participatif pour la croissance verte. Et on espère bien que ce label fasse partie des labels éligibles pour flécher, capter un petit peu des flux de l'assurance vie. Alors si ces informations se confirment effectivement, et je pense évidemment le plafond des 8 millions d'euros, ça veut dire que le financement participatif, qui est encore très jeune, va devoir lui aussi faire son scale-up. Alors on a déjà vu, je pense à l'UMO qui a été racheté par la Société Générale. Est-ce qu'il faut aussi s'attendre à des mouvements peut-être entre les plateformes qui peuvent être de simples partenariats, et il y en a déjà, ou des évolutions capitalistiques un peu plus structurantes? Oui, c'est le financement participatif. En fait, la réglementation qui régit ce secteur est assez récente, mais a donné lieu à l'explosion d'acteurs sur ce marché. Aujourd'hui, il y a à peu près 170 plateformes, tous métiers confondus, référencées par les autorités de contrôle, AMF ou ACPR. Des mouvements ont déjà eu lieu, et c'est bien normal sur un marché émergent. Il y a eu des liquidations, il y a eu des rachats, des rapprochements, des partenariats. C'est vrai que chez WICID, on a un partenariat par exemple avec la plateforme leader sur le financement des ENR qui s'appelle Lendosphère. Il y a encore eu ce matin l'annonce d'un mouvement d'une plateforme en prêt qui a été rachetée par une autre. Donc ça va vivre sa vie. Et c'est vrai que chaque entreprise a une stratégie spécifique. La grande difficulté, c'est de trouver le modèle économique viable, mais comme toutes les entreprises de France et de Navarre et du monde entier. Donc c'est normal aussi qu'il y ait des boîtes qui se plantent et qu'il y ait ces mouvements de consolidation. Mais ce que je pense très fondateur, c'est que le financement participatif s'inscrit vraiment dans une tendance de société. C'est pas juste des huluberlus dans un garage qui se sont dit « Ah bah tiens, on va utiliser Internet pour financer des projets ». Il y a vraiment cette revendication d'autonomie, de reprise en main des particuliers. C'est vrai sur la consommation, c'est vrai aussi sur l'épargne. Et si on continue à satisfaire ce besoin, eh bien, je pense qu'on a de beaux jours devant nous, j'espère. Merci. Alors, autre financier, Alain Lopez, donc vous êtes directeur général de Néoté. Néoté Capital, donc c'est une société d'investissement un peu atypique et vous allez nous expliquer ce que vous faites. C'est une jeune société d'investissement puisque la société a été créée en 2016. Donc vous investissez sur 2 marchés. Donc expliquez-nous un peu d'abord votre genèse puisque vous avez été porté par de grands groupes. Donc expliquez-nous un peu votre genèse et ce que vous financez. Alors effectivement, Néoté Capital a été créé en fin 2016 et c'était l'issue d'une réflexion de plusieurs personnes au sein du groupe EDF qui manquait un support de financement pour financer des projets d'énergie distribuée de petite taille avec une forte composante de stockage de l'énergie en fait, puisqu'on voyait que les banques étaient incapables de suivre des acteurs pour financer des activités liées au stockage de l'énergie et du coup c'est comme ça qu'en fait a germé l'idée de créer Néoté Capital et du coup donc EDF a participé effectivement au tour de table et on a pu faire entrer différents acteurs importants tels que Mitsubishi qui est un groupe japonais, également la Caisse des dépôts et le fonds d'infrastructure Meridiam. Du coup, on a lancé notre activité courant 2017 sur 2 principales offres. Une première offre qui est liée à la mobilité électrique et qui est de proposer à des clients, à des entreprises ou des opérateurs de transport ou à des municipalités, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités directement, une offre de mobilité électrique qui correspond à mettre à disposition des véhicules électriques ou des batteries, ou les deux, ou l'infrastructure des charges également, et de proposer une mise à disposition avec un service global qui assure l'entretien, la maintenance,
la garantie de performance, de disponibilité, et comme on est propriétaire de l'actif à terme, même en fin de contrat, d'assurer le recyclage, voire la seconde vie de l'actif. Et ça, c'est une offre plutôt innovante, puisque du coup, ça permet de dérisquer totalement l'actif pour le preneur, en fait, pour le client. Donc ça, c'est la première offre qu'on a déployée. Aujourd'hui, on a à peu près 15 millions d'actifs déployés sur ce type d'actifs liés à la mobilité électrique, principalement en France, mais également en Europe. Et puis, on a vocation à s'étendre un petit peu partout sur des marchés plus importants, parce que la France ne se développe pas très vite. Donc on regarde en Amérique latine, et puis on regarde également probablement aux États-Unis. Donc ça, c'est notre première offre. Et on a également déployé une offre depuis 1 an qui est de participer à des projets de financement d'électrification rurale en Afrique, et qui est de permettre à des clients qui sont généralement pas bancarisés en Afrique de pouvoir s'équiper en kit solaire. Donc c'est un panneau photovoltaïque avec une batterie et tout un système de raccordement pour qu'ils aient des lampes et des connexions pour brancher leur téléphone portable notamment. Et donc ça fait l'objet d'une autre offre, d'une autre plateforme qu'on a créée en 2017. Voilà. Vous avez les mêmes exigences financières qu'un fonds d'investissement, ou est-ce que vos exigences de rentabilité sont un peu différentes? Alors, fonds d'investissement, infrastructure, on s'en rapproche un petit peu. Après, on est sur du temps long, donc on se rapproche sur les critères d'investissement de fonds d'infrastructure, effectivement, avec des risques, effectivement, qui sont différents, ou du moins des exigences de rentabilité qui vont être différentes sur le marché Europe que le marché Afrique, effectivement. D'accord. Et donc vous vous rémunérez, c'est une forme finalement de loyer Exactement. Qui est versé, des créances que vous détenez sur les actifs. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on achète l'actif, on le met à disposition du client et on se rémunère sur le loyer, en fait. Mais c'est pas juste une mise à disposition. Voilà. J'anticipe un peu sur la table ronde de tout à l'heure consacrée au territoire. Vous travaillez notamment beaucoup avec les territoires, je pense à la mobilité électrique. Oui. Donc là, vos clients peuvent être des collectivités qui veulent installer un réseau de charge sur leur territoire, par exemple. Exactement. En fait, dans le cas des renouvellements d'appels d'offres ou de délégation de services publics pour renouveler l'ensemble de la flotte de bus, par exemple, au sein d'un service urbain, effectivement, on est amené à répondre en partenariat avec des industriels auprès des collectivités directement. Vous avez dit, il n'y a pas forcément beaucoup de projets en France sur la mobilité électrique. En général, le problème des fonds, c'est qu'ils ont plutôt trop de projets et il faut faire une sélection qui est souvent assez impitoyable. Vous, pour l'instant, vous trouvez que ça ne démarre pas franchement assez vite? Non, alors malheureusement, on sent que les villes et que les opérateurs de transport sont assez réticents à transformer leur flotte automobile en flotte qui est aujourd'hui donc thermique, en flotte électrique. Et du coup, on sent que chacun attend... on sent qu'ils attendent vraiment le premier pas de la RATP, voir un petit peu ce que va faire la RATP pour voir comment se positionner par rapport à la RATP. Donc, il y a quand même des exigences. Hein. D'ici 2026, il y a plus de 80% de la flotte des véhicules électriques et bus qui doit être transformée en véhicules verts, donc gaz vert ou électrique. Et du coup, il y a un moment, on se dit clairement, quand la machine va être enclenchée, ça va démarrer très fort. Voilà. Donc il y a des marchés qui vont plus vite. Donc effectivement, on parlait de l'Europe du Nord tout à l'heure, donc ça va plus vite en Europe du Nord. Et au UK aussi, ça va assez vite. Alors avant de voir, on a un peu de temps éventuellement pour prendre des questions de la salle. Donc avant de voir s'il y a des questions qui ont été signalées, peut-être une question à vous tous sur la PPE dont on a beaucoup parlé ce matin. Donc cette PPE, est-ce que pour vous, elle est source de nouvelles opportunités ? Je vais commencer par la gauche. Je vois que vous êtes assez sceptiques tous les deux. Donc non, rien à attendre de la PPE en ce qui vous concerne. Attendons de voir un petit peu ce qu'il en sort. Sur tout ce qui est efficacité énergétique, maîtrise de l'énergie, évidemment, si on peut avoir des incentifs pour les clients pour regarder ça, ça va nous aider. Le fait d'avoir plus de fournisseurs aussi, plus d'acteurs, ça nous aidera aussi. Ensuite,
voyons comment ça va se mettre en place. Je pense que c'est un peu aussi la thématique de ce matin. Beaucoup d'attentes, donc voyons un petit peu, et aussi par rapport au temps. On parlait de temps long. La PPE, ça risque plutôt d'être du temps long, et nous, on est effectivement plutôt sur des temps courts. Donc regardons comment c'est compatible avec nos business. Stéphanie ? Merci. Je ne suis jamais très favorable à asseoir une industrie ou son développement sur des démarches très étatiques ou gouvernementales. Si ça donne une impulsion pour créer des marchés, c'est bien. Nous, on a besoin de projets pour financer des projets. Donc si ça génère ça, c'est bien. Mais j'ai un peu cette mauvaise expérience des appels d'offres creux. Bof. On voit le dernier sur le solaire sur bâtiment, Voilà. notamment, qui n'est pas Terrible. une franche réussite. Et on a vu effectivement que c'était aussi compliqué dans l'éolien terrestre ces derniers mois. Alors, moi, évidemment, tout ça, ce ne sont que des incentives. Mais je crois qu'il ne faut pas attendre de quelqu'un d'autre. Si chacun d'entre nous fait les efforts, et chacun d'entre nous, ne pas attendre l'État ou les incentives de l'État, chacun d'entre nous prend la conscience qu'il vaut mieux commander localement plutôt que d'aller commander plus loin. Que vous avez vu, Isabelle Cocher est très claire en fait. Elle dit très clairement, ne nous fermons pas les yeux, il faut faire. Alors elle n'a pas dit protectionnisme, c'est moi qui le dis, mais commandons local et on va tous s'entraider. Il ne faut pas toujours, en tout cas à mon sens et au sens RECOM, se réfugier derrière les différentes autorités de l'État. Ce sera un plus, tant mieux, mais déjà chacun d'entre nous peut faire l'effort de commander local et de favoriser l'emploi de son voisin, de son frère ou de son copain. Vous voulez ajouter quelque chose, tous les deux ? Je pense que la PPE est un signal fort, c'est un grand moment pour parler de nos sujets. Par contre, je pense qu'il y a des choses qui vont être beaucoup plus impactantes dans nos quotidiens. La baisse des panneaux solaires par 10 en 10 ans, ça va imposer les panneaux solaires sur les toits des maisons parce que c'est rentable. Et là, on est sur des fondamentaux économiques extrêmement forts et qui vont générer un marché naturel, non subventionné, parce qu'on a trop longtemps eu l'image de énergie renouvelable égale subvention. Je pense que ce temps-là est un peu derrière nous et que si on regarde les marchés qui se développent, c'est des marchés naturels parce qu'il y a un besoin naturel et qu'il y a des vraies réponses économiquement viables, économiquement fiables à ces thèmes-là. Et la transition énergétique aujourd'hui devient un marché comme un autre et je pense que des entreprises comme les nôtres grandissent sur des marchés avec de bons fondamentaux. Très bien, merci Philippe. Est-ce qu'il y a des Alors, questions Patricia, pour nos oui, intervenants ? il y a beaucoup de questions de la salle. Vous êtes nombreux à nous envoyer des questions. Continuez à le faire. Vous avez l'adresse cercologue20@gmail.com. Ces questions ont bien été centralisées par les permanents du CERF, là au premier rang, dont Marion. Elles ont été réparties sur les différentes tables rondes. Certaines ont déjà trouvé des réponses, d'autres attendent. Notamment cet après-midi, il y aura des questions pour Cédric Philibert de l'AIE, une question de Christine Etchegoyen, notamment sur l'hydraulique. Mais j'en retiendrai peut-être deux là tout de suite, notamment une sur le stockage et une sur les terres rares. Sans doute pour Ondine Chavet de My Light System et pour Brieux Turluche de Reconcilia. Implicitement, vous développez beaucoup donc le photovoltaïque et le stockage qui va avec, donc les batteries. Donc, qu'est-ce que vous répondez aux interlocuteurs qui vous disent mais une massification de ce que vous êtes en train de faire, ça va nous poser des problèmes de terres rares. Je vous précise tout de suite que c'est le sujet qui va être évoqué. L'Académie des technologies et l'Académie des sciences ont publié un rapport et une étude. Donc, on va l'évoquer dans la dernière table ronde et demain. Mais en attendant, vous, qu'est-ce que vous répondez à vos interlocuteurs sur ces sujets des métaux rares et des terres rares ? Alors, en fait, sur ces sujets-là, ce que l'on regarde chez RECOM, c'est la remontée dans la chaîne. C'est-à-dire que l'on se dit, si on peut investir le plus haut possible dans la chaîne et maîtriser notre chaîne de production et d'approvisionnement, alors on aura en fait une sécurité de notre approvisionnement. Donc aujourd'hui, chez RECOM, ce que l'on regarde, c'est participer aux différentes augmentations de capital qu'il peut y avoir dans les différents fournisseurs du monde entier. Merci. Ondine Chavet pour My Light System, et notamment avec l'aspect stockage aussi. Ça va démarrer, micro vert. L'aspect terre rare, j'ai été impliquée, mais c'est ma spécialité. Sur le stockage, il est évident que l'intermittence demande et suscite la question du stockage. Instinctivement, on imagine tous une batterie dans sa petite maison avec ses petits panneaux solaires. Je ne suis pas sûre que ce soit le seul modèle à envisager.
il existe des batteries stationnaires qui sont en train de se déployer. Il y en a 100 000 en Allemagne aujourd'hui. On est sur des capacités de batterie déployées en Allemagne de 5 à 10 kWh. Pour vous donner un ordre de grandeur, une Tesla, on parle de 80 kWh. Donc quand on parle de mobilité électrique, on parle aussi de stockage. Il y a aussi, nous avions RTE dans la table ronde un peu plus tôt, RTE est en train de travailler des stockages à l'échelle réseau. Donc je pense que la question stockage n'est pas uniquement... que l'autoconsommation solaire ne doit pas pousser les maisons à se déconnecter du réseau et qu'il faut faire très attention quand on pousse des solutions telles que les nôtres. En tout cas, on parle de l'importance du réseau et du dialogue qui doit se créer entre les productions locales et le réseau. Il ne faut pas qu'on tombe dans les situations de la Californie où il devient moins cher de faire une maison complètement autonome que de se connecter au réseau. Le réseau qu'on a aujourd'hui, et je pense que les nouveaux acteurs en sont extrêmement conscients, est une force, est une richesse qu'il faut absolument qu'on s'organise pour maintenir. Et quand on pense nos nouveaux business models, ça ne veut pas dire faire table rase du passé, ça veut dire travailler avec les acteurs historiques qui sont très modernes d'après ce qu'ils nous ont dit et qui effectivement travaillent avec nous. Nous, on travaille avec RTE par exemple. On est quotidiennement en contact avec Enedis et la question du Linky. Donc aujourd'hui, quand on parle stockage, je pense qu'il ne faut pas imaginer que tout le monde va avoir sa petite maison avec sa petite batterie, ses panneaux solaires bien isolés tout seul chez soi, parce que ce n'est juste pas possible d'un point de vue société. Et il faut parler stockage, bien sûr stockage stationnaire dans les maisons, mais aussi stockage mobile, qui est la voiture, qui est un énorme potentiel, puis stockage réseau, qui est aussi un enjeu. Donc, et je pense qu'on ouvre tout juste le sujet. Un point important, il faut absolument que l'Europe, et là je pense qu'elle en a pris conscience, ait une position stratégique sur ce sujet et crée un marché fort sur ce sujet. Si on ne veut pas avoir la même chose que les panneaux solaires, voir partir toute la production en Asie. Aujourd'hui, les leaders sur le stockage lithium-ion, qui est la technologie qui est en train de s'imposer, sont malheureusement tous en Asie. On en a quelques-uns en Europe. Il faut qu'on s'organise pour créer un terreau pour que ces acteurs puissent grandir. En lithium-ion, on a tout de même Total qui a dépensé un peu plus d'1 milliard pour acquérir 100% de Saft. Oui, voilà, Saft est une exception, mais aujourd'hui n'est pas tout à fait à la taille des concurrents asiatiques. Donc il faut l'aider à grandir. C'est vrai qu'il y a les projets de Gigafactory au niveau européen, dont on peut se demander si ce n'est pas un peu tard, d'ailleurs, puisque vous évoquez, mais non, visiblement, c'est pas. On peut encore remonter les acteurs asiatiques. Je ne suis pas une spécialiste du sujet. C'est vrai qu'on entend dire qu'on a 10 ans de retard et que la marche pour passer le cap est très, très élevée. J'aime à croire qu'on a de très bons ingénieurs, de très bonnes expertises dans nos territoires européens et que s'il y a une vraie volonté, on peut réussir à rattraper ce retard, surtout si on crée un marché local. Et puis une dernière question de la salle qui est revenue plusieurs fois hier, qui s'adressait aux tables rondes d'hier, mais qui s'adresse un peu à vous tous aussi. Quels seraient vos messages, quelles seraient vos attentes concernant le nerf de la guerre par rapport à vos interlocuteurs banquiers? On a parlé financement participatif tout à l'heure avec Stéphanie Savel, mais concernant la dette senior, concernant les banques de proximité, etc., qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Quel rôle vont-elles avoir à jouer dans toute cette dynamique de transition énergétique et de développement des renouvelables? Alors moi je crois qu'il y a déjà l'expérience passée des personnes qui ont été très clairvoyants. Alors j'ai vu qu'il y avait des gens d'Eiffel Énergie dans la salle, mais Jacques Veyrat par exemple est la personne qui est le bon exemple, qui a investi dans Direct Énergie. Vous avez vu la revente de Direct Énergie, je crois, 1,4 milliard, qui a fait une introduction en bourse d'un très grand développeur qui est Neoen. Je crois que ça s'est introduit à plus de 700 millions. Donc si les banques ont l'inquiétude du retour sur investissement, il suffit de regarder sur ce qui s'est passé dans ces secteurs-là sur les 12 derniers mois. Il y a eu des introductions en bourse fabuleuses partout dans le monde. Il y a eu des rachats non moins fabuleux. Et donc, bien sûr que la banque gère l'argent d'une façon en père de famille, mais je crois qu'il faut y venir parce que, alors évidemment c'est un conseil, je ne suis pas décideur, mais en tout cas l'exemple qui s'est passé sur ces 18 derniers mois montre bien que cette industrie a un retour sur investissement très important. Merci. Alors, citer Marc-Étienne Mercadier d'Eiffel Énergie, effectivement, je l'ai aperçu dans la salle. Eux, ils font pas mal de bridge financing, mais sur la dette senior, par exemple, qui d'autre a envie d'intervenir? Ondine Suavet, les banquiers
Vous les croisez, vous discutez avec eux? Alors, nous, on n'est pas au niveau de l'impact de la dette senior. On croise les banquiers quand un particulier cherche à financer son installation solaire. Et malheureusement, on sort d'une période qui a été un peu compliquée pour l'industrie d'un point de vue particulier parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques et beaucoup de dérives. Donc je pense qu'il faut qu'ils reprennent confiance et que aujourd'hui, l'énergie renouvelable n'est plus un produit minoritaire, ça devient majoritaire, c'est le panneau solaire par exemple et la source d'énergie la plus posée au monde. On arrive sur des technologies matures, donc en 10 ans, l'industrie s'est métamorphosée et je pense qu'un banquier qui regarde les taux de risque, je ne vois pas plus de risques à investir dans les énergies renouvelables aujourd'hui, sachant qu'il y a des signaux forts mondiaux, que investir dans des mécanismes de forage en mer du Nord ou ailleurs. Alors moi j'ai plutôt un message, un double message en fait, qui est plutôt à destination des développeurs en leur disant mais même si nous sommes tout petits, pensez au financement participatif parce que vous pouvez avoir quand même un impact, un double effet qui se coule comme on dit, hein, à la fois un peu d'argent, mais même si c'est pas ça dont vous manquez le plus je pense, mais cette intégration et cette implication et cette appropriation par les particuliers, vous embarquez la foule. On a besoin de la foule pour faire la transition énergétique. Et puis vis-à-vis des banquiers, c'est plutôt gestionnaires d'actifs que je m'adresse là, c'est travaillons ensemble entre acteurs historiques, peut-être un peu dinosaures parfois, et moins dinosaures, avec les acteurs un peu disruptifs aussi dans la finance. Ça fait toujours mal hein, de disrupter la finance, mais je pense qu'on a des choses à faire astucieuses ensemble pour plus d'accessibilité, de transparence et de traçabilité. On en a besoin aussi en finance. Laure Vérac de Landosphère, qui est dans la salle, disait que c'est pas le double effet qui se coule, c'est pas un tout petit peu, ça peut être beaucoup. Il y a beaucoup de liquidités à mobiliser dans le cadre de l'investissement citoyen. Oui, il y a beaucoup de liquidités, mais je dis un petit peu parce que je reste humble, et c'est vrai qu'on en parle souvent avec Laure, mais je reste humble par rapport aux montants qui sont évoqués. Je ne veux pas me faire la grenouille qui est plus grosse que le bœuf. D'abord, c'est pas très saillant, et puis allons-y progressivement. Il y a une tendance, il y a de la réserve, il y a de l'épargne mobilisable, on a les outils, il y a les projets. Travaillons intelligemment pour justement drainer les bons flux aux bons endroits. Très bien. Eh bien, merci. Vous vouliez rajouter, Alain Lopez? Là, je voulais juste rajouter qu'effectivement, je pense que de la liquidité, nous, on en trouve assez facilement si on pense qu'il y a des bons projets. Et nous, autour de table, on a levé plusieurs millions pour des opérations de financement. Hein. C'est un peu différent, mais assez facilement. Et lorsqu'on va voir différents banques ou assimilés banques type Eiffel, je pense que ça se passe généralement assez bien. Là où moi je sens de la fébrilité, c'est vis-à-vis des clients potentiels, en fait, d'aller vers, alors je parle plus de la mobilité électrique, mais pour aller vers ce type de projet lié aux problématiques de stockage de l'énergie, en fait. C'est-à-dire une réticence des clients eux-mêmes à migrer vers, qui peut être aussi liée à des questions financières. Je pense que nous, on est compétitifs par rapport à des banques. Donc merci beaucoup à eux pour leur témoignage.